Comme vous le savez, depuis plusieurs jours, le Moyen-Orient vit au rythme d'une escalade militaire qui pourrait redessiner l'ensemble des équilibres de la région. Au 7e jour de la guerre américano-sioniste contre l'Iran, la situation reste extrêmement volatile. Les frappes se multiplient, les menaces s'élargissent et les risques d'un embrasement régional deviennent chaque jour de plus en plus concrets. Le bilan humain en Iran est très lourd, dépassant déjà les 1300 civils morts selon les derniers chiffres communiqués par le Croissant Rouge iranien. La guerre américano-sioniste s'est poursuivie cette nuit contre l'Iran et au même moment où l'on parle, à peu près à 14h heure Alger, l'entité sioniste a annoncé de nouvelles frappes à Téhéran et Ispahan. Et dans le même temps, Téhéran annonce la 21e vague de riposte et prévient les installations du Kurdistan irakien pourraient être frappées. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce fil rouge qui continue de suivre l'actualité au Moyen-Orient. Merci de nous rejoindre. Et justement, pour revenir sur les dernières actualités, ou du moins les dernières 24 heures et les dernières heures au Moyen-Orient, j'ai le plaisir d'être accompagné sur mon plateau ici de Abdelrahman Hadef, expert en géoéconomie. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai également le plaisir d'être accompagné depuis Paris de Manuel Pouchelet, géopolitologue et spécialiste des questions sécuritaires et stratégiques qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir monsieur, merci de nous rejoindre. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. Bonsoir à vos invités. Et on sera également accompagné tout au long de cette émission de Youssef Boussema, historien et militant antisioniste qui me rejoint lui aussi depuis Paris. Bonsoir Youssef, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Alors, sans plus attendre, on va d'abord faire le point de ces dernières 24 heures. Je vais prendre le pouls avec vous, Monsieur Hadef. Monsieur Hadef, qu'est-ce que vous retenez de ce 7e jour de guerre? Je tiens à préciser que la situation reste extrêmement volatile. Effectivement, les maîtres mots aujourd'hui, c'est l'incertitude et les risques. Donc, c'est deux mots qui un peu traduisent ce qui se passe parce que personne ne peut connaître l'issue de cette guerre, qu'elle soit sur le plan politique, économique et même géopolitique, et en même temps le risque parce que là on est en train de voir un embrasement de la région et de plus en plus de pays qui sont concernés et je pense que ça un peu ça nous emmène vraiment à craindre le pire pour les jours à venir. En termes économiques, c'est une situation quand même qu'on n'a pas vécue depuis de longues années, et surtout en ce qui concerne les marchés pétroliers qui sont complètement perturbés et surtout il y a beaucoup de ruptures d'approvisionnement. La guerre qui se déroule dans une région à la fois productrice mais aussi un grand passage de produits pétroliers. Je fais référence au détroit d'Ormuz qui enregistre le passage chaque jour de 20% de pétrole et plus de 25% de gaz à travers les différents marchés dans le monde. Et aussi, il y a cette connexion qui est rapidement faite avec les marchés financiers. Aujourd'hui, on est en train de voir vraiment des marchés qui commencent à s'inquiéter vraiment. Le Dow Jones qui commence à plonger, d'autres marchés qui commencent aussi à s'inquiéter. Les investisseurs qui sont en train de fuir tout ce qui est marché des actions vers des marchés plus sûrs tels que les marchés des obligations. Donc c'est vraiment une situation volatile, rien n'est clair et ça présage d'un futur quand même assez sombre. On n'espère quand même pas. On va revenir justement sur le détroit d'Ormuz et sur le fait qu'il faut signaler aussi que le pétrole a déjà commencé à augmenter la plus hausse connue hebdomadaire depuis 2020 selon. Je pense avant de rentrer au studio, je pense qu'il a dépassé la barre des $90. Donc c'est une augmentation assez spectaculaire qu'on n'a pas vue depuis des années. C'est depuis 2020 qu'on n'a pas vu. Depuis 2020, on n'a pas vu cette augmentation. On va revenir sur
les conséquences commerciales, sur l'ensemble de la région, mais aussi sur les puissances occidentales et l'Europe. Je viens vers vous, Manuel Pouchelet. Manuel Pouchelet, aujourd'hui, bon nombre d'experts aussi affirment que la guerre qui est menée contre l'Iran et qui met d'un côté l'entité sioniste et les États-Unis contre l'Iran n'est pas une guerre ouverte, elle reste dans le cadre d'une guerre d'usure. Vous, en tant qu'expert militaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est question ici d'une guerre d'usure ou on est dans une guerre ouverte? J'ai bien l'impression qu'il y a plusieurs lectures de ce conflit. Dans un premier temps, ça va être une guerre d'usure, dans la mesure où les Américains et les Israéliens n'ont pas soupesé les capacités, si vous voulez, de riposte du régime de Téhéran. Premier point. On s'aperçoit qu'après une semaine, malgré les succès militaires annoncés par la coalition israélo-américaine, Téhéran répond toujours avec des frappes de missiles, notamment sur les pétromonarchies du Golfe. Mais en même temps, il y a un autre dossier qui, moi, m'inquiète plus spécialement, c'est le dossier du Liban, puisqu'aujourd'hui, Israël a décidé de faire fi du droit international et d'évacuer la zone sud, donc jusqu'au fleuve Litanie, soit une pénétration de 30 km en territoire libanais, et également de bombarder les quartiers sud de Beyrouth. En ce qui concerne l'annonce qui a été faite par les Américains de ne pas mener une offensive au sol, force est de constater qu'ils viennent de reconsidérer cette position en donnant mandat aux Kurdes de s'en charger. Mais vous savez, le journal de guerre et le journal de marche des opérations, comme on aime à le dire en expression militaire, s'annonce particulièrement long et l'on s'aperçoit bien que l'on retrouve un petit peu la pensée de Clausewitz. La guerre, c'est imposer à l'adversaire l'exécution de sa volonté. Pour l'instant, la coalition américano-israélienne tente de nombreuses opérations. On a remarqué qu'elle le faisait de nuit, puisque de jour, cela reste risqué. Mais en même temps, on observe aussi un silence assez pesant côté opposition au régime iranien. J'entends par là la très grande discrétion de ses alliés que sont la Chine et la Russie, qui en fait s'agacent de la situation et risqueraient aussi, elles, tôt ou tard, de s'inviter dans l'équation, dans la mesure avec le blocage du détroit d'Ormuz. La situation économique va vite devenir invivable pour de nombreux pays, y compris celles qui sont les démocraties ou les régimes qui sont alliés à ce qu'on appelle les BRICS et bien entendu à l'Occident. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Paris, on a quand même un gazole à 2 euros. Très bien, c'est effectivement... Monsieur Manuel Pouchelet, je viens vers vous. Youssef Bousmah. Youssef Bousmah, Manuel Pouchelet vient de le signaler. Le front est ouvert vers le Liban. L'entité sioniste mène déjà des opérations sur le sol. Elle a annoncé hier la nécessité d'évacuer l'ensemble de Beyrouth et Beyrouth Sud. D'un autre côté, le Hezbollah appelle à évacuer la bande frontalière au Liban sur 5 km. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour l'entité sioniste, je ne sais pas si je peux me permettre l'expression, mais on a l'impression qu'il est question de vouloir effacer le Liban comme elle est en train d'effacer Gaza, n'est-ce pas? Oui, absolument. D'ailleurs, l'entité sioniste menace même l'Iran de subir le sort de Gaza. Mais de toute façon, ce n'est pas la première fois que l'entité sioniste profère ce genre de menace. Et toutes les fois précédentes, ça s'est terminé par un échec. Voilà, on occupe le Liban, on entre, on occupe le Liban, on bombarde, mais il y a un moment où on ne peut pas bombarder parce que il y a plus de cibles, on ne sait pas. Donc on se met à frapper les civils. Et cela, l'entité sioniste obtient le résultat inverse. Une occupation du Liban pour l'entité sioniste serait un désastre. Je crois que les analystes israéliens eux-mêmes disent qu'ils ont sous-estimé la capacité militaire que Hezbollah avait conservée. Et ils ont eux-mêmes été étonnés de cette vivacité. Mais c'est évident que ce ne sera pas uniquement Hezbollah, mais toute la population du Sud, au moins du Sud. Alors voilà, de ce point de vue, réduire le Liban à Gaza, c'est un fait, mais ça va être ce qui n'a pas pu être obtenu à Gaza ne sera pas obtenu au Liban. Ça c'est une chose. Les campagnes militaires au sol sont toujours un désastre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Américains aussi hésitent par rapport à l'Irak, par rapport à l'Iran, ou je dis Irak parce que ce n'est pas sans nous rappeler ce qui s'était passé en Irak. La situation est radicalement différente en Iran. C'est un pays qui a 15 frontières,
Et apparemment, les Kurdes ne sont pas disposés, en tout cas la grande majorité ne sont pas disposés à jouer le rôle de troupes au sol, de supplétifs. Donc, les campagnes aériennes, de toute façon, dans l'histoire, n'ont jamais pu remporter la victoire. Que ce soit en Iran ou au Liban, ce sera pareil. Très bien, Monsieur Youssouf Bousma, je viens vers vous. Monsieur Hadef, vous avez commencé à en parler au tout début d'émission lorsque vous avez pris la parole. Aujourd'hui, on le sait, les droits d'Ormuz est très important pour le commerce international et très important pour l'économie mondiale. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que cette guerre contre l'Iran pourrait affecter sensiblement les marchés internationaux? On le voit déjà sur le cours du pétrole. Déjà parce que ça concerne des gros pays producteurs de pétrole. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran, l'Irak, il y a le Qatar pour le gaz. Donc là, c'est pas des moindres. Hein. Donc c'est les gros producteurs mondiaux. Bien évidemment. Et d'ailleurs, il y a certains pays qui commencent à annoncer des arrêts de production parce qu'ils ont plus de capacité de stockage. Donc, et d'autres, ils essayent de préserver leurs installations. Donc, c'est quelque chose de très, très grave pour le marché pétrolier. D'ailleurs, en quelques jours, on ampute le marché de 20% d'approvisionnement, c'est quelque chose d'énorme. Mais pour moi, ce qui est aussi, il faut vraiment être regardant, c'est surtout les niveaux des stocks au niveau des pays importateurs. Et là, aujourd'hui, on est en train de parler d'épuisement des niveaux de stock. La Chine, déjà, commence à s'inquiéter. D'ailleurs, c'est pour cela que les États-Unis, vraiment de façon imprévisible, ils viennent d'annoncer l'autorisation aux Chinois et aux Indiens de s'approvisionner auprès des Russes qui sont censés être sous les sanctions. Donc les Russes ne devaient pas avoir cette possibilité de vendre du pétrole aux Chinois et légalement, bien évidemment, aux Chinois et aux Indiens. Aujourd'hui, les États-Unis ont autorisé pour une durée de 30 jours ces exportations. Là, je pense que cette région va un peu entraîner les marchés déjà pétroliers vers vraiment des perspectives incertaines, mais pas que, parce que au-delà du marché pétrolier aujourd'hui, on commence à sentir les répercussions de cette guerre sur les autres marchés, le marché financier en premier, mais aussi il y a beaucoup de risques sur les autres marchés. Aujourd'hui aussi, quelque chose qu'il faut bien noter, d'ailleurs la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a fait une annonce hier sur l'inquiétude d'une reprise des pressions inflationnistes. Et ça, c'est vraiment inquiétant pour toute l'économie mondiale, parce que ça fait plus de 3 ans, déjà avec la crise du Covid et après avec la crise sécuritaire entre la Russie et l'Ukraine, toutes les politiques à travers le monde ont essayé d'atténuer le choc inflationniste. Mais là, on constate qu'il y a une certaine reprise. C'est pour cela que, d'ailleurs, on constate une appréciation du dollar qui n'est pas du tout une bonne chose pour déjà l'économie américaine, parce qu'elle a fait, pendant l'arrivée de Trump depuis 2025, son cheval de bataille de stabiliser et même de déprécier le dollar pour essayer de rééquilibrer sa balance commerciale et aussi essayer de se relancer dans les exportations. Et là, on voit que le dollar est en train de prendre de la valeur. Deuxième phénomène qui est en train d'être remarqué aussi, observé aussi, d'ailleurs notre invité de Paris vient de le souligner, c'est l'augmentation des prix des carburants. Hier, j'écoutais le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui déclarait que le prix du gasoil a pris en 2 jours 25 cents et les choses continuent à augmenter. Donc tout cela, c'est dû à cette guerre au Moyen-Orient. Mais je pense qu'on n'est qu'au début, parce que les répercussions vont
encore aller encore plus fortement, on va constater d'autres répercussions, surtout que les chaînes d'approvisionnement commencent à se rompre, les grands armateurs commencent à arrêter les navires parce qu'il n'y a plus d'assurance. Déjà, en 2 jours, l'assurance a augmenté de 50%. Le 3e jour, les compagnies d'assurance ont arrêté carrément l'assurance des navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Donc tout cela va impacter frontalement l'économie mondiale qui n'est pas du tout en période de bonne forme. D'ailleurs, la Chine commence à s'inquiéter et il y a des voix qui s'élèvent pour dire cesser cette guerre parce que on va tous payer le prix. Très bien, je viens vers vous, Monsieur Manuel Pouchelet. Monsieur Manuel Pouchelet, dans le contexte de la guerre qu'elle mène contre l'Iran, les États-Unis auraient entamé le redéploiement de leurs missiles antibalistiques qui étaient en Corée du Sud vers le Moyen-Orient. Qu'est-ce que cela nous dit des moyens militaires finalement des États-Unis qui, on le voit, comme Monsieur Haddad vient de l'expliquer, commencent déjà à perdre de l'argent, mais aussi on le voit que sur le terrain, ils ont du mal à anéantir, à mener leur projet d'anéantir l'Iran à la fin finalement. Monsieur Pouchelet. J'ai bien l'impression que dans cette opération, Donald Trump s'est fait avoir par son ami israélien Benjamin Netanyahou en termes de planification militaire. Vous savez, les Américains, pour bien les connaître et pour avoir participé, il fut un temps, à certaines de leurs manœuvres, il faut savoir que tout est codifié, notamment en termes d'engagement de dépenses et même au quotidien, pour ne pas dire à l'heure près, si vous voulez. Donc on sait pertinemment que finalement, on s'aperçoit d'une chose qui, moi, m'inquiète, c'est qu'on est quand même dans une attaque qui est dans un mois particulier. Vous savez, c'est le mois du Ramadan, et force est de constater que finalement, il n'y a aucun respect pour la culture. Ça, c'est le premier point. Dans un second temps, le redéploiement de missiles balistiques ou même d'approvisionnement en armes, c'est-à-dire, on a un petit peu, excusez-moi cette expression un peu particulière, on a un peu l'impression de déshabiller Pierre pour habiller Paul, dans la mesure où le stock de missiles ne serait pas suffisant. Mais on l'a dit, aucune guerre ne se gagne, si vous voulez, avec la maîtrise, on va dire, uniquement des opérations de bombardement avec les forces armées de l'armée de l'air. Ça, il faut le savoir. En ce qui concerne ensuite d'autres enjeux, les Américains, il ne faut pas l'oublier, sont aussi confrontés à un territoire qui est particulièrement vaste et jusqu'à présent, ils étaient habitués à mener des opérations militaires sur des territoires nettement plus petits. Donc ça, je pense que cette dimension n'était pas prise en compte, malgré aussi une sous-estimation, à mon humble avis, des moyens militaires développés par le Corps des gardiens de la Révolution, qui pourtant avait fait des effets d'annonce, si vous voulez. Mais là, on retrouve un petit peu, vous savez, le marronnier de la narration médiatique, dans la mesure où à chaque fois, on a tendance à comparer l'armée adverse avec un rang mondial, et on s'aperçoit que finalement, elle est détruite en une semaine, et ainsi de suite. Concernant l'Iran, ce sera, à mon humble avis, le temps long. Le temps long, pourquoi? Puisque, bien entendu, hormis la puissance militaire et les missiles que les Iraniens ont envoyés, on s'est aperçu qu'ils avaient quand même baissé de 40% l'envoi, eux, de leur côté, de missiles balistiques en recourant majoritairement aux drones, qui ont augmenté de 60%. Donc là, excusez-moi ces pourcentages, mais c'est quand même important de le proposer à la réflexion, c'est-à-dire que la puissance militaire iranienne est en train de décliner. Maintenant, j'entends souvent des fanfaronnades sur les succès militaires israélo-américains sur Téhéran. Certes, cependant, ils vont quand même devoir s'engager au sol, et force est de constater qu'au niveau planification, j'ai l'impression que cette option n'était pas forcément envisagée. L'objectif, et j'ai l'impression qu'Israël souhaite de toute façon renverser la table en renversant la théocratie, on va dire, iranienne, le régime des mollahs, mais en même temps, Washington a, il faut le savoir, des dossiers, je ne vais pas dire secrets puisque ce n'est pas le cas, des dossiers partagés avec Téhéran, notamment sécuritaires dans la région, où je le rappelle que la frontière est de l'Iran est particulièrement sensible. Vous savez que les talibans menacent à l'est, et également, on vient d'apprendre aujourd'hui que le côté azerbaïdjanais mobilise des troupes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en Iran, vous avez aussi une minorité azérie.
Et j'ai l'impression que dans le journal de marche des opérations, vous verrez que l'Iran est aussi multiethnique. On a parlé des Azéris, on parle des Kurdes, on parle aussi du Balochistan. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que ces minorités, quand elles vont enfin exprimer leur refus de soumission par rapport à cet ordre imposé par les frappes israélo-américaines, vous verrez, risqueraient de créer un chaos particulièrement inexplicable, et enfin, en tous les cas, qui va s'inscrire sur la durée. Il faut se méfier d'une chose, la diplomatie, pour le canal diplomatique semble, on va dire, interrompu, mais il faut comprendre que les pays de la région sont aussi très inquiets dans la mesure où les frappes iraniennes concernent également leur outil économique. Je pense à l'Arabie Saoudite avec le pétrole. Je pense également à d'autres pays de la région, notamment avec le tourisme. On a parlé de Dubaï, on a parlé de rapatriement de ressortissants étrangers, où pour l'instant la diplomatie les moyens peinent à arriver pour des raisons tout simplement sécuritaires, il faut le savoir. Maintenant, cette guerre qui est localisée, on va dire, sur le territoire du Moyen-Orient, va faire tache d'huile puisqu'on voit déjà des extensions au Liban. Mais bon, moi qui suis franco-libanais, vous le savez bien, moi j'ai aussi d'autres nouvelles où finalement on assiste à Beyrouth et il faudra faire très attention à un risque de guerre civile, c'est-à-dire que le Liban renoue avec les liens de 1982 où justement cette population, il faut savoir que les réfugiés syriens ne sont pas partis. Et puis une autre chose que l'on oublie, c'est que bien entendu des forces étrangères proposent du soutien au Liban, mais je le rappelle, le sanctionne économiquement parlant, puisqu'il y a toujours des lois César, qui fait qu'économiquement parlant, le Liban est asphyxié. Aujourd'hui, on a une classe moyenne qui n'arrive plus à s'en sortir, et en plus, si vous y ajoutez les opérations israéliennes, il y a un risque d'éclatement qui est certain. Très bien, M. Manuel Pouchelet, vous avez parlé de la diplomatie qui a du mal à trouver écho dans le cadre de cette guerre contre l'Iran. Il faut savoir que le président américain a prévenu ce vendredi que la guerre se poursuivrait jusqu'à, je cite, capitulation de l'Iran. Il n'y aura aucun accord, dit le président américain. Monsieur Manuel Pouchelet, je reste avec vous pour une petite précision. Mais quand les États-Unis décident, comme vous le dites avec l'expression déshabiller Saint-Louis pour habiller Saint-Paul, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se fragiliser dans l'Indo-Pacifique, s'exposant à de nombreux risques en Indo-Pacifique? Monsieur Manuel Pouchelet, est-ce que vous m'entendez? Bien entendu. Oui, moi je vous entends très bien. Moi j'ai bien l'impression que ce que je viens de vous dire, c'est un grave danger pour Donald Trump, puisque je le rappelle que l'enjeu principal pour les Américains dans la zone Indo-Pacifique reste l'île de Taïwan. Et vous verrez que Taïwan risquerait d'être abandonné à son propre sort. Je rappelle que la Chine a déjà commencé certes avec des manœuvres militaires, mais risquerait de faire tomber l'île de Taïwan qu'elle considère comme sa propriété. Par des biais et des manœuvres très subtiles, notamment avec l'engagement politique, avec la nomination de politiciens taïwanais qui sont pour ce rattachement à la Chine. Et là, les Américains, j'ai l'impression, ne se rendent pas compte du piège qu'il aurait posé. Très bien, Monsieur Manuel Pouchelet. Je viens vers vous, Youssef Bousmah. Youssef Bousmah, sur l'ensemble du territoire iranien et en particulier à Téhéran et dans les grandes villes comme Ispahan, on a assisté aujourd'hui ou ces derniers jours à de nombreuses manifestations qui refusent toute forme de domination impériale, disent-ils. Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation iranienne quand on sait que les médias mainstream passent leur temps à diffuser des images, à diffuser des messages et des images qui sont différents de la réalité sur le terrain et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Manuel Pouchelet quant à une éventuelle escalade au Liban ou carrément à des tensions intercommunautaires au Liban? Alors d'abord, pour l'Iran, je crois que la guerre va se jouer au nombre de missiles. Au nombre de missiles dont dispose l'Iran et au nombre de missiles patriotes, antimissiles, dont disposent les Américains. On sait que la production de missiles antimissiles est très lente. Ils ne disposent pas de beaucoup de ces missiles. C'est la raison pour laquelle ils font venir ceux qui étaient effectivement en Corée du Sud. Cela indique qu'il commence à y avoir un manque. Et on sait que la dernière guerre, la guerre de juin, s'était jouée là-dessus, sur le nombre de missiles antimissiles. Et en même temps, combien de missiles reste-t-il à l'Iran? Moi, je pense que l'Iran joue la durée, joue les arrêts de jeu. Et aujourd'hui, l'Iran balance tout ce qui est drone et autres missiles peu performants de façon à occuper le terrain et disons, à occuper surtout les défenses antimissiles, de façon à les saturer par la suite.
Alors, je crois que ça va être sur la durée que ça va se faire. Alors, comme les États-Unis n'ont pas vraiment de cible, parce qu'ils pensent avoir, je pense qu'ils frappent un petit peu à l'aveuglette, eh bien, ils vont de plus en plus provoquer des crimes de guerre, hein, donc s'en prendre aux civils iraniens. Et cela va évidemment accroître l'hostilité à cette guerre. De ce point de vue, c'est un phénomène qu'on a vu très très souvent dans des guerres antérieures. Ils vont de plus en plus multiplier les crimes de guerre, comme on le sait, le crime de guerre contre l'école, mais aussi contre un stade, aussi, et bien sûr ce bateau qui a été coulé avec 170 étudiants en marine qui revenaient d'Inde. Donc voilà, ça il faut le savoir. Et tout cela va Sans oublier les sites classés patrimoine mondial de l'humanité. Oui, absolument, comme des palais très anciens, etc. Et je crois que cela va évidemment jouer en leur défaveur. Concernant le Liban, je ne pense pas que les forces aujourd'hui, qu'on est dans un scénario de retour de la guerre civile. Alors, en dépit de l'hostilité d'une grande partie de la population, enfin d'une partie de la population qui depuis toujours était hostile à Hezbollah de toute façon, je pense que cela va jouer en défaveur de l'hostilité, de l'hostilité, enfin cela va jouer en défaveur de l'agression, puisque de toute façon Hezbollah avait joué le jeu, avait respecté. On se rend compte que cette trêve n'en a jamais été. Et je ne crois pas ce qu'on pourra opposer à Hezbollah. Il n'a fait qu'agir dans un cadre de légitime défense. Alors évidemment, il y a toujours des tensions qui sont possibles, mais que ça aille vers une guerre civile, je ne le pense pas. En plus, ceux d'en face n'ont pas du tout les moyens d'avoir recours aux armes. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Quant à l'extension aux pays voisins, apparemment, tous les pays de la région ne sont pas disposés à entrer en guerre contre l'Iran. On sait que des opérations sous faux drapeau ont eu lieu également, hein, visant des installations, que ce soit comme en Azerbaïdjan ou que ce soit ailleurs. Mais je ne pense pas que de ce point de vue il y a un danger. Non, ça va être une guerre d'attrition, une guerre d'usure, et c'est là-dessus que comptent les Iraniens. Le gros problème de Trump, c'est qu'il n'a absolument aucune idée de la suite des événements. Alors il peut proclamer on ira jusqu'à la capitulation, mais actuellement ses alliés du Golfe sont très inquiets. C'est pas uniquement le pétrole qui est exporté du détroit, mais ce sont aussi tous les biens matériels des pays du Golfe qui arrivent par le détroit. 70% de leur approvisionnement. Et je ne sais pas combien de temps cela pourra durer. Très bien, Youssef. Justement, en parlant des pays du Golfe, M. Hadef, Antonio Costa et Ursula von der Leyen ont annoncé une rencontre dès lundi avec les dirigeants du Golfe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on voit l'Union européenne, bien qu'elle essaye de se maintenir dans un soutien total à Donald Trump et l'entité sioniste, mais ses intérêts sont autres? Bien évidemment, déjà, il faut le dire que l'Union européenne a été tenue à l'écart. D'ailleurs, le président Macron l'a annoncé, il a dit « je l'ai appris comme vous, je ne le savais pas ». Voilà, donc ils sont plus sur les tables de la décision, donc ils ont toujours été, bon, ces derniers temps, là, depuis le retour de Trump, ils ont été écartés, et là, je pense que l'Europe se sent quand même un peu isolée et essaie de revenir au devant de la scène. Une rencontre avec les pays de Golfe, je pense que c'est surtout pour essayer d'ouvrir un canal de dialogue et surtout essayer de relancer la diplomatie, parce que c'est ce que peut faire l'Europe aujourd'hui. Elle n'a pas les moyens d'être associée à cette guerre. Elle n'est pas outillée aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit avec la guerre en Ukraine, et je pense que les Européens, s'ils ont à faire quelque chose, c'est surtout dans le cadre de la diplomatie. Pour revenir au pays de Golfe, effectivement, je rejoins parfaitement notre invité de Paris qui dit aussi que les pays de Golfe, c'est un grand marché aussi, hein. Il faut reconnaître que déjà l'arrêt des approvisionnements des pays de Golfe, surtout à partir d'Europe. D'ailleurs, c'est un des grands fournisseurs des pays de Golfe. Donc l'arrêt des approvisionnements va aussi vraiment constituer de gros problèmes pour les économies européennes, mais pas que, même les fournisseurs américains et chinois. Donc je pense qu'aujourd'hui les pays de Golfe ont tout intérêt à ce que une voix s'élève justement pour
essayer de lancer un dialogue pour une sortie diplomatique. Mais à mon avis, ce n'est pas dans les jours à venir parce que déjà l'antisémitisme, elle est vraiment déterminée à poursuivre et à entraîner encore plus les États-Unis dans cette guerre et même peut-être l'élargir parce que Parce que déjà, il y a le porte-avions français qui arrive en Méditerranée, en oui, soutien à l'élargir. cette... Moi, je vois aussi, il y a le risque d'aller vers d'autres pays, pas que le Liban. Il y a le Yémen, hein, donc les Houthis qui aussi sont là considérés comme une menace par l'entité sioniste. Et je pense que c'est la prochaine cible dans cette guerre. Et de là, je pense que si on touche les Houthis au Yémen, c'est vraiment un grand risque pour l'Arabie Saoudite parce que déjà, elle avait commencé une opération. Elle a anticipé déjà l'embrasement du Yémen. Si les Israéliens commencent à frapper les Houthis, donc ça va être vraiment délicat pour toute la région parce que les Houthis sont déterminés aussi à soutenir l'Iran et participer activement si jamais ils sont touchés. Très bien, monsieur. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, cette rencontre entre les dirigeants des pays du Golfe et les deux dirigeants de l'Union européenne pourrait nous indiquer de la dépendance, ou pourrait nous informer de la dépendance des économies mondiales aux hydrocarbures Sans aucun doute, écoutez, déjà l'Europe, depuis la guerre en Ukraine, déjà a subi fortement les conséquences directes déjà de la rupture d'approvisionnement du gaz et du pétrole russe. Et là, aujourd'hui, les Européens doivent tout faire pour maintenir un peu les approvisionnements à partir des pays de Golfe. Il faut pas oublier, même si en majorité le gaz et le pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz va vers les pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est, mais c'est des quantités qui sont enlevées du marché, donc ils sont obligés d'aller chercher. Bien évidemment, les pays d'Asie vont chercher de l'alternative, donc ils vont prendre sur le marché, et là l'Europe vraiment va en subir les conséquences. D'ailleurs, y compris les États-Unis vont subir les conséquences en termes d'approvisionnement, et à mon avis, ils vont même diminuer leurs exportations durant les prochains mois. Et c'est là où l'Europe se voit vraiment en situation très très pénalisante, surtout que son économie déjà, elle est vraiment à la traîne. D'ailleurs, si on revient au dernier rapport de Mario Draghi, qui a été vraiment alarmant sur la compétitivité et sur la place de l'économie européenne à l'échelle mondiale. Et là, cette guerre vient encore un peu rajouter une couche pour l'économie européenne. C'est pour cela, à mon avis, ils vont essayer de jouer de tout leur poids pour essayer déjà de maintenir l'approvisionnement par les autres voies, parce que là, on commence à entendre des informations que certains pays du Golfe vont arrêter leurs installations. Ça, c'est vraiment problématique pour bien évidemment, alarmant et problématique, parce que si on commence à arrêter les installations, on commence à arrêter la production, ça va aller au-delà des chiffres qu'on avait annoncés, les 20% du détroit d'Ormuz. C'est encore plus important que ça. Et là, c'est vraiment inquiétant pour l'économie mondiale dans les jours à venir. C'est pour ça que je dis la semaine prochaine serait vraiment une semaine décisive pour la suite de cette guerre, mais pas que, surtout pour l'économie. Très bien, Monsieur Manuel Pouchelet. Monsieur Manuel Pouchelet, depuis le début de cette guerre contre l'Iran, il y a une autre guerre qui se mène, bien évidemment, c'est la guerre de l'information. D'un côté, on a les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui annoncent qu'il y a des espions. D'ailleurs, ça a été annoncé par un journaliste américain qu'il y a des espions américains sur leur territoire qui étaient prêts à déclencher des opérations terroristes. Il y a aussi les annonces quant à la guerre médiatique que se mène
semaine. D'un côté, les États-Unis et l'entité sioniste, et de l'autre, l'Iran. Et on a aussi l'Iran qui dément avoir touché des cibles qu'on lui a imputé. Est-ce que finalement aujourd'hui, face à tant de contradictions, au risque qu'est en train de prendre les États-Unis, on peut parler d'une nouvelle stratégie d'un conflit multiforme pour mettre en place la géopolitique du chaos que les États-Unis essayent de mettre en place au Moyen-Orient depuis au moins 2 décennies? C'est la stratégie habituelle de toute armée moderne, c'est-à-dire de faire des opérations de contre-information, de contre-ingérence et de contre-insurrection. Et là, on y assiste. Alors, bien entendu, il faut y ajouter, vous le savez, les éléments de langage aussi, d'ailleurs, que l'armée israélienne fait très bien, puisqu'elle fait régulièrement intervenir son porte-parole pour repréciser certaines choses. Mais côté américain, moi, je ne vois pas de conférence de presse, ni également du côté iranien pour repréciser les éléments de langage. En ce qui concerne le suivi et le cours des opérations, pour l'instant, le seul qui le fait, ce sont les Israéliens. Mais vous savez, une guerre, le récit de la guerre, le narratif de la guerre, comme vous l'observez depuis le début, pour l'instant, il est toujours orienté vers la victoire. Moi, ce qui me fait un petit peu froid dans le dos, si je puis me permettre, c'est le nombre de morts. On compte le nombre de morts, tout comme on comptait le nombre de morts pendant la crise du Covid. Et tous les soirs, il y avait un bilan qui était proposé. Aujourd'hui, il y en a autant, le lendemain, il y en a autant, etc. Et c'est pour dire que le narratif de cette guerre, et finalement, il a différentes lectures. On s'aperçoit que dangereusement, quand on connaît un petit peu les opérations militaires et même certaines phrases, on s'aperçoit que les Américains et puis les Israéliens vont patiner assez sévèrement sur ce territoire iranien, qui est quand même relativement vaste. Ils pensaient que la victoire serait facile avec l'élimination des cibles militaires qu'ils avaient identifiées. Mais pour l'instant, le régime, on va dire, iranien les confronte à leurs contradictions. Et vous verrez que tôt ou tard, dans les pays du Golfe, il y a des voix qui vont s'élever. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette culture israélo-américaine, elle représente l'Occident et qu'elle est complètement incompatible avec cette culture moyen-orientale, plusieurs fois millénaire, où on ne confond jamais vitesse et précipitation. Vous verrez, le temps long va s'inscrire. Au début, moi, j'étais assez enthousiaste en pensant que cela serait relativement rapide. Mais maintenant, vous l'avez évoqué, y compris avec vos invités à Paris et en plateau, les économies, de toute façon, battront la fin de la partie. Puisque quand ça deviendra insupportable, je pense que certains États risqueraient, on va dire, de faire sécession à cette coalition. Mais je rappelle aussi, quelque part, que l'Europe, certes, est observatrice à son économie qui va battre de l'aile, mais elle est aussi un des principaux fournisseurs des pays du Golfe en termes de matériel et d'équipement militaire. Donc, quelque part, vous avez aussi des entreprises qui souhaitent que cette situation, malheureusement, perdure. Comme à chaque fois. Monsieur, oui, bien sûr. Monsieur Youssef Bousmah, je viens vers vous. Une précision pour nos téléspectateurs. Depuis le début de l'offensive sioniste au Liban, le bilan des morts a atteint les 277 morts selon un dernier bilan publié à 16h par le ministère de la Santé libanais. Le dernier bilan faisait état, lui, de 123 morts et de 683 blessés. Donc, comme le signalait Monsieur Pouchelet, le nombre des morts ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, faut-il aussi le signaler qu'à Gaza aussi, les morts continuent et les martyrs continuent de tomber. Je viens vers vous, Monsieur Youssef Bousmah. Monsieur Youssef Bousmah, hier en fin de journée, des images particulières nous sont parvenues depuis la Maison Blanche où on voyait le président américain accompagné de prêtres et de membres de son bureau en train de prier dans le bureau ovale. Qu'est-ce que cette image vous invoque aujourd'hui, Monsieur Youssef Bousmah? Oui, il y a un élément de cette guerre que beaucoup de gens passent sous silence, c'est l'aspect complètement mécanique et l'aspect de croisade. C'est qu'on a, alors c'était assez présent au moment de la guerre contre l'Irak, rappelez-vous, mais on a tout un pan de l'idéologie américaine qui est complètement lié à cet esprit de croisade, de guerre, de civilisation, et on a eu des échos, des informations où des soldats indiquaient que leurs commandants leur ont dit que ce qui se passe actuellement en Iran, va hâter la venue du Messie. Vous savez, on a tout un discours messianique qui était déjà présent lors des précédentes guerres américaines contre l'Irak et qu'on ressort aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui se passe, cette guerre contre l'Iran, va peut-être, ça fait partie d'un plan de Dieu, c'est ce qui a été dit, ça fait partie d'un plan de Dieu, et éventuellement, ça va permettre le retour du Messie. Donc, et ça, ce sont des choses très très précises qui ont été dites à des soldats dans des unités américaines.
Donc c'est extrêmement grave. On a donc une dimension de la guerre qu'on oublie. C'est cette dimension de croisade, de guerre de civilisation qui revient à chaque fois, depuis toujours, à chaque fois que des pays occidentaux, et particulièrement les États-Unis, eh bien, ont affaire avec les pays du Moyen-Orient. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, concernant ce qui se passe aussi à Gaza et au Liban, bien sûr, il est à craindre que l'antisémitisme profite de ce qui se passe comme d'un rideau de fumée pour continuer ce génocide à Gaza. Et ça, c'est toujours évidemment extrêmement inquiétant. On est dans une guerre globale, et qui, pour les habitants de la région, prend vraiment une dimension, ils le ressentent bien, de cette guerre, d'une guerre de civilisation, où l'Occident, à chaque fois, détruit absolument tout, sous le prétexte évidemment libéré, mais cela ne fait pas illusion. Il y a des discours très, très graves, c'est-à-dire, dans la mesure où ils ne sont même pas dénoncés, mais on sait que les chrétiens évangéliques aux États-Unis constituent une part très importante de la population et de l'opinion. Et je suis sûr qu'on va commencer à avoir ce genre de discours qui vont prendre de plus en plus d'importance. Une guerre de civilisation, reconfigurer le Moyen-Orient comme Netanyahou l'avait d'abord déclaré, souvenons-nous. Avec le projet du Grand Israël. Voilà, le projet du Grand Israël. On a vu que l'ambassadeur américain à Tel Aviv l'a encore dit il y a quelque temps. Je crois que c'est une guerre, c'est un virage, c'est un tournant qu'on n'avait encore jamais atteint, cette guerre contre l'Iran. Et puis surtout, je veux dire que effectivement avec les Houthis, si les Houthis se mettent de la partie, les deux détroits essentiels pour le commerce mondial, Bab el-Mandeb et puis d'Ormuz, eh bien vont être évidemment soumis à une pression énorme. On va voir qui aura qui aura le souffle le plus long. Comme on dit, ça va être une guerre vraiment d'attrition. Très bien, Youssef. Je viens vers vous, Monsieur Hedef. Monsieur Hedef, alors Wall Street commence déjà à s'affoler, on l'a dit, et on a des chiffres. Alors le Dow Jones perd 1,44%, le Nasdaq chute de 1,40%. On n'a pas encore les chiffres pour le dollar, mais vous avez parlé tout à l'heure de cette dépréciation du dollar. Alors on peut se poser appréciation du dollar. Alors on peut se poser la question finalement, quels sont les objectifs de Donald Trump quand on voit tous ces chiffres? Naïvement, peut-être on peut se poser la question. Justement, c'est là où, à mon avis aussi, ça va se jouer. La décision de continuer d'arrêter cette guerre-là, c'est en termes de coût. Combien ça va nous coûter cette guerre? Déjà, les marchés commencent à plonger, et donc c'est un coût déjà induit par cette guerre. Mais aussi, il faut aussi se demander combien ça coûte par jour cette opération pour les Américains. Il y a des chiffres qui donnent entre 900 et 1 milliard de dollars par jour. C'est énorme comme coût avec la situation dans laquelle se trouve actuellement l'économie américaine. À mon avis, c'est un paramètre qu'il ne faut pas du tout négliger. Aussi, il faut s'attendre, d'ailleurs, Donald Trump commence à parler du prix du pétrole, du prix du carburant, etc. S'il fait référence à ces aspects-là, c'est qu'il commence à sentir une pression de l'intérieur, parce que un Américain, il n'accepterait jamais, pour n'importe quelle raison, à ce qu'il paye pour les autres. Donc là, comme je l'ai annoncé, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, a parlé de 25 cents durant le premier jour. Il y a des chiffres qui donnent 40 cents à la pompe d'augmentation, et ça commence à se sentir vraiment. Et quand on dit que le dollar a commencé à prendre de la valeur, c'est-à-dire c'est que la dette va aussi va devenir un problème, parce que les taux d'intérêt vont augmenter, et à ce moment-là aussi c'est quelque chose de vraiment inacceptable pour les Américains, parce que généralement la majorité vit à travers le crédit, et là le crédit va prendre de la valeur. Aussi, il y a ce risque inflationniste, donc qui va toucher l'économie américaine, qui était déjà
dans une situation assez délicate. Donc, à mon avis, c'est un paramètre qu'il ne faut pas du tout négliger durant cette prochaine semaine. Vous faites bien de parler du peuple américain. Faut-il le signaler là aussi que 40% des Américains sont contre cette intervention ou cette agression des États-Unis contre l'Iran. Monsieur, vous avez parlé des conséquences que peut subir les États-Unis au sein de son économie interne. Est-ce que vous pouvez nous faire nous dresser un tableau des conséquences vis-à-vis de la Russie, par exemple, qui est déjà sous sanction avec la guerre en Ukraine, ou encore la Chine qui... À mon avis, pour la Russie, c'est une économie qui s'est mise en économie de guerre depuis longtemps, donc elle ne va pas trop en subir les conséquences. Au contraire, elle est en train de faire de la surenchère. D'ailleurs, ça fait 2 jours, Poutine a déclaré qu'il envisageait de couper le reste des approvisionnements de gaz vers l'Europe. Donc on voit que là, ils sont encore plus à l'aise. Par contre, les Chinois, non. Les Chinois vraiment sont inquiets de cette situation. J'ai annoncé que les réserves de pétrole en Chine, c'est quelque chose comme 100 jours. Et déjà, ils commencent à épuiser ces réserves-là. Et les Chinois, si jamais ils arrêtent leur production, c'est 30% de la production mondiale, de l'industrie mondiale qui va arrêter, qui va s'arrêter plus tôt. Et si la Chine s'arrête, il faut savoir que la Chine représente 40% du commerce international. Donc c'est quelque chose d'énorme. Si jamais la Chine arrête ou bien ralentit dans son économie, c'est toutes les économies mondiales qui vont en subir les conséquences. Et donc c'est pour cela que je dis que la semaine prochaine, beaucoup de voix vont s'élever, y compris pour les pays du Golfe. Je reviens vers les pays du Golfe parce que ils vont pas du tout continuer à subir cette situation. Il y aura des changements de position parce que une économie comme celle de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, qui dépendent fortement de l'industrie pétrolière et gazière, va être vraiment mise à rude épreuve. Et là, les pays vont se demander. D'ailleurs, aujourd'hui, l'ex-ministre des Affaires étrangères qatari a demandé à ce qu'il y ait une réunion du Conseil du Golfe pour essayer de parler de la même voix et aussi avoir une réflexion. Il a dit une réflexion sage, parce que là, la sagesse, elle n'est pas du tout au rendez-vous. D'autant plus que certains pays du Golfe avaient déjà commencé à jouer sur les 2 tableaux, entre la Chine et la Russie, les États-Unis, en essayant. Donc cette guerre contre l'Iran peut être l'occasion. Monsieur Pouchelet, j'aimerais avoir votre avis sur ce point justement. Est-ce que quand on parle de reconfiguration du Moyen-Orient, on parle des projets du Moyen-Orient, des projets impérialistes que mènent les États-Unis au Moyen-Orient, dont l'objectif est de balkaniser le Moyen-Orient, on le sait, en faisant intervenir les Kurdes et en essayant de revenir à des opérations déjà menées par le passé. Mais à votre avis, quelles peuvent être les reconfigurations au sein des pays du Golfe aujourd'hui face à ce que vient de nous expliquer Monsieur Hadef comme risque pour leurs économies? Alors pour l'instant, il faut savoir que les pays du Moyen-Orient sont en train on assiste à un tournant de leurs économies, puisque beaucoup ont entamé, si vous voulez, le fait de se détourner du pétrole comme rente financière et on va dire de revenus. Vous savez, on a les projets de 2030 pour l'Arabie Saoudite et d'autres projets pour les pays de la région. Et vous savez, quand on connaît bien la région, quand on a la chance d'y habiter ou de s'y rendre régulièrement, les pétromonarchies du Golfe, pour une fois, vont peut-être enfin réussir à s'entendre sur certaines choses, c'est-à-dire cette immixtion occidentale qui leur devient pesante. Il faut savoir que ce sont des civilisations plusieurs fois millénaires qui ont toujours été tournées vers le commerce. Et là, force est de constater que les Américains et les Israéliens viennent brutaliser, alors que ce soit en imposant des accords purement artificiels, là je pense aux accords Abraham, mais aussi avec des fois une forme de fermeté dans les rapports souvent unilatéraux entre les États-Unis et ces pétromonarchies du Golfe. D'ailleurs, ces pétromonarchies n'avancent pas du tout à la même vitesse sur les projets qu'ils ont envisagés pour leur avenir. L'objectif, bien sûr, est de s'entendre, mais comme je pourrais vous citer cette phrase d'Albert Einstein, grand scientifique, ne demandez pas à ceux qui créent les problèmes de les résoudre. Là, je parle bien entendu des Américains. Mais ce qu'il faut retenir dans cette région, le fait que ces pays puissent s'unir, s'entendre,
Et vous avez sur fond, ne l'oublions pas, de lutte, oui, je vais faire très rapidement, rassurez-vous, de lutte aussi, de querelle d'ego entre princes qui pourrit bien entendu la situation et qui retarde bien entendu la mise en place de ces projets. Très bien, Manuel Pouchelet, merci pour les éclairages et merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste des questions sécuritaires et stratégiques. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné de Youssef Boussemer, qui est historien et militant antisioniste. Youssef, merci de m'avoir accompagné. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Youssef. Et sur moi en plateau, j'ai eu le plaisir d'être accompagné d'Abdelrahman Hadef, qui est expert en géopolitique. Merci de m'avoir accompagné, monsieur Hadef. Merci. Quant à vous, très chers téléspectateurs, l'info continue sur l'ensemble des langues des diffusions de Al24 News, et l'info continue tout de suite en français, toujours avec Asma Laïd pour le journal. Excellente suite des programmes sur Al24 News.